Ok, donc, ouais, j'ai voulu quand même essayer de faire ma petite présentation de dialectique de Hegel de manière un petit peu très simple et vulgaire, parce que c'est ça ma position, parce que, disons, Jonathan est plutôt quelqu'un qui présente les choses avec un souci de restituer toute la complexité qui parfois peut, disons, heurter mon envie de simplicité un peu vulgaire, quitte à trahir un peu les philosophes pour les comprendre un peu mieux. C'est mon côté analytique. Donc, alors, j'essaie de présenter la dialectique de Hegel, donc, avec la thèse, antithèse, synthèse, qui sont la façon dont ça a été digéré par la tradition, et Hegel parle plutôt de position, de négation de la négation, ou en soi, pour soi, deuxième position, troisième position, en soi et pour soi, voire encore, toujours l'en soi en un, et la sortie de soi et le retour à soi en trois. C'est trois façons qu'il a de parler de ce mouvement, enfin trois ou quatre, ou il y en a d'autres, je pense, de parler de ce mouvement triadique du devenir qu'il prétend mettre à jour. Aussi le terme Aufhebung, qui veut dire en allemand élevé, dépassé, conservé, toléré. Je crois qu'il y a deux ailes. C'est lui qui a donné ce sens à la base. Aufheben, ça veut juste dire ramasser quelque chose. Ok. C'est sûr. Dans l'usage courant, c'est ça. Ok, ouais. Mais après, Heben, ça veut dire lever. Ouais, mais disons qu'il y a quelqu'un qui disait... Moi, j'avais vu un truc où il disait que c'était comme ça en allemand, quoi. Disons, Heben, ça veut dire l'idée de lever, ouais, les jeux. C'est le sens après, en allemand, quand tu utilises un verbe, tu mets une... comment dire, comment on appelle ça? Une particule. Ouais, une particule, ouais. Alors, tu peux juste avoir le sens abstrait, quoi. Donc, c'est-à-dire Heben plus out, qui n'a pas forcément l'idée de... Ok, parce que j'avais vu justement une comparaison qui disait que... Mais je ne sais pas si quelqu'un parle allemand ici. Aufheben. Ah, c'est pas très important, de toute façon. Enfin, en tout cas, pour Hegel, ça veut dire ces trois trucs. C'est la métaphore est importante. Tout est important, mais il faut réduire la complexité. Donc, à partir de ce schéma, se construit la cathédrale cyclopéenne de la pensée de Hegel, qui est assez effrayante parfois, qui est une pensée en mouvement, ça c'est important, c'est ça qui prétend qu'il a découvert et qui fait que lui, il a raison contrairement aux autres. Les philosophes n'ont pas pensé le demi avant lui ou mal, disons, et la réalité en mouvement, qui est, je pense, ce qu'il dit dans le texte qu'il appelle système scientifique de cette vérité. C'est-à-dire qu'il pense le devenir, mais il pense aussi en devenir. Sa pensée du devenir elle-même. Merci, c'est vrai que c'est ça qui est très pensé, c'est-à-dire que parce que la pensée, c'est le réel, en fait. C'est ça. Donc après, il y a une convergence, comme je m'apprêtais à le préciser plus tard. Donc il pense que sa découverte de cette structure dialectique, ça permet de sortir du problème du scepticisme sur lequel bute la philosophie depuis tellement longtemps et surtout depuis Descartes. Citation du texte qu'on va lire. Collaborer à cette tâche rapproche la philosophie de la forme de la science. Ce but atteint, elle pourra déposer son nom d'amour du savoir pour être savoir, effectivement réel. C'est là ce que je me suis proposé, dit Friedrich. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Alors, ça c'est moi qui dis. C'est-à-dire que je mets en scène notre petite... parce que moi, c'est vrai que là, du coup, je regarde la structure de la phénoménologie et j'ai l'impression que ça commence par la conscience individuelle subjective. Et c'est notre grand désaccord avec mon collègue qui pourra être peut-être résolu par la suite, je ne sais pas. Donc, tu as monté en fait, je ne sais plus où est-ce descendu. Okay, donc ça veut dire que je suis où? T'es en bas là. Je suis là. Je pense que le chemin proposé par Hegel par de la conscience individuelle et de l'esprit subjectif pour monter progressivement, à coup de contradiction dépassement, vers la vérité, vers l'absolu, qui est le but.
Donc, Jonathan, si je comprends bien, tu penses que l'absolu est déjà là. Je dis qu'il commence par l'être. Et puis que l'absolu, c'est le retour à l'être, l'immédiateté de l'être. Ça veut dire que l'absolu est déjà là. Oui, d'accord, mais c'est vrai que pour moi, l'absolu, l'être, c'est rien. Enfin, on ne peut pas en parler. Enfin, c'est pour ça que c'est embrouillé un peu dans ma tête. C'est immédiat, indéterminé. Oui, mais ça veut dire que c'est rien d'autre que ce qu'on voit sans qu'on puisse rien en dire. Et dès qu'on en dit quelque chose, c'est plus l'être, quoi. Mais l'être reste quand même. Bref, j'expose tant que je peux cette polémique. J'ai jamais dit que l'absolu est là déjà depuis le début. J'ai mal compris. Alors, j'ai essayé d'exprimer, mais tu m'as corrigé. Mais c'est pas la peine qu'on continue sur cette polémique. C'est vrai que en fait, je comprends pas trop pourquoi tu m'as. Enfin, j'explique ma position. C'est vrai que cet être me semble être simplement quelque chose qui est la conscience primaire ou le Mannigfaltige de Kant, la pluralité, on ne peut pas, avant qu'elle soit filtrée. Donc, on est tout en haut là. Tout en bas. Tout en bas, ok. Jonathan, si je comprends. Mais j'ai déjà fait le chemin de l'esprit. J'ai pas parlé du chemin de l'esprit encore. Ah, mais tu te. Donc, bon, du coup, attends, non, t'as raison. Non, mais du coup, donc voilà, là, mon point de vue, je vais l'exposer, et là, je faisais un petit commentaire que là, c'est un peu pour expliquer qu'on est en contradiction, mais que bientôt, on va avoir un spécialiste qui va dire si moi j'ai raison, si lui, je ne comprends même pas exactement quelle est ta position, mais en tout cas, on est en désaccord, donc c'est pas étonnant, c'est très compliqué, mais là, peut-être qu'il va nous réconcilier et dire que l'être, quand même, moi j'ai l'impression que l'être c'est rien en fait, mais je laisse ça pour derrière. L'être c'est rien, mais non, l'être c'est rien, mais il y a de l'être. Alors, donc, il me semble quand même, disons, que ce soit de l'être ou pas, pour moi c'est surtout la conscience individuelle et l'esprit subjectif qui se manifeste dans cette conscience individuelle, d'où part Hegel pour monter progressivement vers l'absolu, j'ai déjà dit. Et ça, on a déjà dit. Le chemin de Hegel me semble clair, donc de la conscience phénoménale, je m'en rappelle, pardon, qui est devenu depuis absolu. Donc, si Hegel parle de cette certitude sensible, c'est parce qu'il n'y a que ça, parce qu'en fait, on vient de passer par Descartes et Kant qui ont détruit l'ancienne métaphysique, et qui l'ont mis en parenthèse, et on est dans le scepticisme à cette époque. Et les romantiques essayaient de trouver un moyen pour sortir du scepticisme, et Hegel a fait partie de ce mouvement. C'est vrai que la question du scepticisme est intéressante, parce que Kant, lui, nous considère, il dit, préface la critique de la raison pure, le sceptique, c'est une sorte de nomade qui revient toujours à n'importe quel moment, et qui peut, voilà, quelqu'un qui peut revenir à n'importe quel moment de l'histoire de la philosophie pour dire non, mais tout ça, on n'en sait rien. Alors que pour Hegel, on peut dépasser le sceptique, c'est-à-dire que c'est pas, une fois qu'on l'a dépassé, il ne peut plus revenir, quoi. Alors que pour Kant, c'est quelqu'un qui pourra toujours se refaire une place. Est-ce que vraiment il ne peut plus revenir? Parce qu'il dit que le scepticisme, c'est le moment dialectique, le moment de la négation de sa logique. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dépassé, après on peut oublier ce qui s'est dépassé. Mais quand le savoir a dépassé le scepticisme, a priori. Laisse-moi continuer mon ex-cathédrale, c'est presque fini. Alors, attends, j'en étais là. Attends, chaque fois, je suis un peu perdu avec ce système. En fait, si Hegel. Et si tu veux, je mets en couleur où t'en es, comme ça. Non, mais je fais comme ça, regarde. Okay. Là, tu en es. Okay. Bien finir ça. Ok. Donc, si Hegel parle de la certitude sensible, c'est parce qu'il y a que ça. Non, ça, j'ai déjà fait, en fait. J'ai déjà dit, j'ai déjà on peut descendre. Tu as déjà fini ça, mais tu as parlé de la métaphysique, l'ancienne métaphysique. Non, disons que c'est moi, ça j'ai déjà dit, on est dans le scepticisme, on a détruit la métaphysique, on ne sait pas quelle est on pense qu'on va, c'est après Kant, Kant a dit, on est un petit peu dans cette idéologie, et je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça dans le sceptique.
il y a des conclusions kantiennes sceptiques, dans le sens qu'on ne peut pas savoir, on ne saura jamais quelle est la chose en soi. Et c'est justement là que Hegel arrive, et il vient en contradicteur du scepticisme qu'on tire de Kant. Il est quand même un peu sceptique, quand même, je trouve. Bref, pas de polémique. Je dis que des conneries. Fini ton ex-cathédrale avant. Donc, téléologie, donc, ça c'est le point qui me semble important aussi, c'est que le système d'Hegel est éminemment dirigé vers son absolu, avec un but universel qui détermine le devenir du monde. Donc, l'absolu, l'esprit se dirige vers l'absolu, la conclusion de la science, la vérité. Il est aussi holiste, c'est-à-dire qu'il considère le tout du monde et de l'esprit, qui est presque la même chose à l'horizon, à simple le vrai tout. Le devenir du tout détermine ces éléments. L'esprit absolu qui n'est plus subjectif. Donc ça, c'est le moment. Quand on est tout en haut, c'est l'esprit qui est tout, quoi. En fait, c'est la pensée-esprit qui est sur tous les plans. Donc là, il existe de manière transindividuelle, cet esprit, il détermine sans doute en retour l'esprit subjectif individuel. Et là, je me suis demandé, en partant de l'idée que Jonathan voulait me dire qu'en fait, c'était l'absolu qui était au début, mais en fait, c'est l'être, on peut confondre. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une réconciliation possible, dans la mesure où il y a un peu un retour de l'absolu, de l'univers, à travers l'universel qu'on voit immédiatement. Je me dis que c'est peut-être un truc qui vient de l'absolu. L'universel, c'est quelque chose qui a été fait par la culture, ça fait partie de la civilisation, c'est peut-être de ce côté-là que l'absolu nous revient. Donc, mais c'est vrai que ces schémas, quand même, je pense, on part de la conscience individuelle avec toutes ces incertitudes pour faire un chemin vers la certitude et l'absolu. Donc, si le chemin de la phénoménologie par la certitude sensible pour aller à l'absolu, c'est qu'elle n'y est pas déjà. Donc, ça, c'est une petite truc, peut-être. Je continue. Donc, saisir le mouvement de la pensée, dépasser le scepticisme, je crois que j'ai déjà dit ça, en fait. Attends, mais tu veux pas? Ah ouais, je vais le mettre là. Ah non, mais c'est encore. C'est quoi? Ah oui, ok. Il y a deux écrans. Ok. Donc, je vais zapper ça. Donc, je vais dire un mot sur l'idéalisme, qu'on a déjà dit en partie, mais c'est peut-être pas mal de revenir dessus par un point. Donc, le réel. Hein? Tu fais comme les prêtres de l'Ancien Régime qui regardent. Alors, comme ça. Donc, il y a un chemin de l'esprit subjectif, de la conscience qui va du chemin de l'esprit objectif. Je suis désolé, en fait, j'ai tendance à anticiper, donc j'ai déjà dit ça, mais peut-être c'est bien. Donc, la loi, la société, c'est l'esprit objectif, c'est 1 degré au-dessus de l'esprit subjectif qui est tout en bas, où c'est notre petite conscience. Et puis, tout en haut, on a l'absolu qui est représenté par la religion, l'art et la philosophie, qui est science aussi. Ce chemin, il part de la conscience individuelle vers des choses qu'on appellera objectives, dans le sens où ces choses ne sont plus spécifiquement pour une conscience subjective. Je suis désolé, j'ai posé ça un peu à l'arrache. Ici, s'explicite donc l'idéalisme d'Hegel. Hegel n'est pas idéaliste dans le sens où il nie la réalité externe, mais où il envisage toute extériorité comme progressivement intériorisée dans l'esprit, et donc toute réalité comme pensée. Et c'est vrai que ceci peut paraître paradoxal, mais c'est presque plus cohérent que la séparation intérieure-extérieure de la psychologie populaire, quand on y pense un peu, et c'est un peu ce que, disons, Heidegger et puis Husserl, ils iront après dans cette direction. Et c'est encore le schéma dialectique, ça c'est aussi important, que le schéma dialectique se passe dans cette idée de l'intériorisation de l'extériorité, c'est-à-dire la conscience appréhende l'extériorité inconnue, l'intériorise et la nie en tant qu'extériorité inconnue, et il la connaît. Donc, une fois qu'il en a fait un truc intérieur, je parle avec mes mots de personne un petit peu naïve, un peu exprès, pour donner l'impression que j'ai un accès immédiat à la réalité. Je partais comme ça je me disais que, donc, une petite idée, c'est qu'après Hegel, il semble envisager chaque chose à plusieurs niveaux, et quelque chose qui aura été nié, dépassé et conservé
peut être envisagée comme une position à son tour niée en tant que négation déjà niée une fois. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que je ne comprends pas bien ce qu'il veut faire. J'ai l'impression qu'il fait ça un peu dans ce texte. Et j'ai l'impression qu'il a déjà utilisé un truc, qu'il a été une fois quelque chose, et après il devient autre chose dans son raisonnement. Et ça m'est paru un peu... Moi, j'ai du mal à saisir beaucoup de choses dans ce texte. Alors, l'absolu, pour trouver une définition simple de l'absolu, c'est premièrement une sorte d'idée régulatrice du développement de la pensée, donc celle selon laquelle les choses seraient claires au terme du parcours de la pensée, après avoir vu la chose, après l'avoir suffisamment expérimenté, on saura. Et B, c'est la réalité effective du tout que Hegel se fait fort de penser, au point A donc, puisqu'il prétend que le mouvement du réel est aussi le mouvement de la pensée, le réel et le rationnel. Encore une fois, idéalisme de Hegel. C'est-à-dire que la réalité effective, das Wirkliche, c'est déjà un développement correspond déjà à un développement de l'esprit. C'est pas la réalité effective, c'est pas l'étang, par exemple. C'est l'étang intériorisé et pensé. Voilà. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est vrai que rien ne peut ne pas être pensé. En fait, si on pense ce qu'on ne connaît pas, en fait, on le pense quand même comme ce qu'on ne connaît pas. Ouais, mais après, on pense quelque chose, puis après on considère que tout en le pensant, on pense qu'on le pense, et puis là, ça devient quelque chose de réalité effective. C'est silencieux. Alors, pardon? La réalité, c'est pas la pensée ni l'inverse, c'est juste que c'est le lien entre la réalité et la pensée, ou entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin, c'est justement en alignant ces dichotomies. Oui, l'esprit se développe la pensée, la réalité extérieure. Et donc pour nous, c'est un extérieur intériorisé. Donc, disons qu'en tant qu'extériorité, elle est niée par le fait qu'elle existe pour nous à l'intérieur. Parce qu'en fait, je pense qu'il veut faire aussi, c'est éviter, parce qu'en fait, dans Kant, justement, on est toujours en train d'interpréter ce qui est à l'extérieur. Et donc, on est séparé de la réalité. Et je pense qu'il veut arrêter avec c'est comme si on était un peu dans le monde upside down de Stranger Things. Tout serait noir à l'extérieur. Puis on verrait dans nos petites lunettes quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout serait enfermé. On serait tous dans notre intériorité. Un truc, une espèce de solipsisme où chacun a fait ses petits calculs dans son truc, et je pense qu'Hegel, il veut nous redonner la vie collective et je pense qu'il veut aussi dire que cette réalité est intersubjective. C'est de là que vient le fait que, disons qu'il y a la réalité subjective, c'est pas la réalité, c'est l'esprit subjectif, l'esprit objectif et tout en haut l'absolu, qui est quelque chose que j'ai de la peine à définir, mais qui est un peu quelque chose qui existe. Enfin, qui est un peu quelque chose de collectif, comme une âme collective ou une âme de la civilisation qui serait là, qui flotterait, puis qui nous ferait faire des trucs. Je simplifie, j'aime bien les cartoons. Je termine mon truc. Je vais peut-être passer, je crois que j'ai déjà dit pas mal de trucs, je crois que c'est ce que j'ai dit tout. Donc, si l'absolu est le tout, je suis tout en bas là en fait, je me dis, je vais passer un peu. Donc, si l'absolu est le tout effectif de la réalité pensée correctement dans son mouvement, alors évidemment, lorsque je vois une maison, c'est le tout de la réalité sociale qui rend possible cette expérience. Le fait que je suis intégré et socialisé dans cette société, on habite des maisons qui possèdent un concept de maison universel que je reconnais immédiatement et qui peut être une réalité, une première apparition de l'universel dans la conscience je vais dire de l'absolu, mais là c'est ce que j'ai un petit peu dit précédemment, c'est-à-dire le fait que notre conscience immédiate est conditionnée par la culture, quoi. Donc par une des définitions de l'absolu, quoi. Sans doute, mon point de vue est schématique, mais j'estime que c'est une première étape pour aller plus profondément dans cette pensée. Et que même si il est faux, plutôt, il a le mérite d'être clair et de donner une idée de ce que veut faire Hegel, contredire Kant.
Moi, je crois qu'en fait, là, je crois que c'est en fait, c'est ma fin. En fait, là, j'étais descends un peu, mais je crois que c'est la fin. Voilà. Donc, désolé pour le vague de mes notes. Hein. J'espère qu'il y avait quand même quelque chose à saisir dans ma présentation. Merci beaucoup. Des remarques sur des réactions? J'ai blessé personne. Non, pas de réaction en ce qui me concerne. Alors, dans ce cas, passons au texte. On passe au texte. Okay. C'est bien. Merci. De rien. Voilà. Alors, je sais pas déjà, c'est des remarques générales sur le texte, comment vous l'avez sorti? C'est dur, je trouve. Donc, c'est pas tout à fait le début de la préface de la phénoménologie de l'esprit. C'est au début, ce qu'il explique, c'est justement pourquoi ce qu'il va faire, c'est pas une préface, et que ceux qui font des préfaces, c'est des gens qui vont montrer la philosophie. Ça, c'est le premier élément. Et après, il explique ce que c'est la philosophie. Pour moi, c'est ça. Le début de la culture. Alors, c'est logique déjà. La culture, Bildung, en allemand, ça peut être l'état, quelqu'un cultiver sa culture. Ça peut aussi être le processus. C'est d'abord le processus, la cultivation. Donc, le fait de se bilden, se former. Quoi. Donc, quand on commence à se former, quand on entre en philosophie, quand on entre en pensée, qu'est-ce qu'on fait? Pas comme tout le monde. On dit des choses générales, des propos, des phrases emphatiques, grandiloquentes. C'est ça qu'il veut dire. Enfin, moi, je n'avais pas du tout compris ça, en fait. Moi, je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire dans ce premier paragraphe. Hein. Il est ironique par rapport à, disons, à la bourgeoisie et sa façon de se cultiver. Mais il dit juste, voilà, quiconque veut entrer en pensée doit commencer par un état de bistroïsme. Mais parce qu'il y avait la vie substantielle, ça veut dire dans le sens de quelque chose d'abstrait ou quoi? Non, il y a dit la vie substantielle, c'est la vie où on peut juste bouffer, baiser, dormir, tout ça. Ok, parce qu'on pourrait penser que c'est la vie. Parce que moi, je pensais, voilà, ça pourrait être la substance au sens scolastique, aristotélicien, ou l'idée, parce qu'il dit aussi quelque part, si je me souviens bien de tout système d'équivalence compliqué, que disons que la substance, c'est l'abstrait, enfin, c'est l'en-soi. Non, mais là, on est dans des trucs beaucoup plus, c'est pas ça. plus communs. Il dit Ok. Alors, d'abord, l'homme pense à se reproduire, à manger. Au bout d'un moment, il veut commencer sa culture. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il donne des principes fondamentaux, des généralités. Après, fondamentaux, ça traduit allgemein, donc universel aussi. Déjà, on commence par dire des choses universelles, c'est-à-dire des grandes généralités. Des trucs abstraits, tout simplement. Ouais, c'est dans son sens. Des trucs futiles, quoi. Non, mais c'est juste des trucs généraux, quoi. Des grandes phrases comme je sais pas, des maximes un peu bateau. Ouais, mais il se fiche de ça, quoi. Enfin, oui, justement, non, mais il se fiche pas complètement. Il dit juste on est obligé de commencer par là. Ouais. Après, on revient. Il dit dans ce paragraphe, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est futile et on en revient à la chose même. Il dit ça. Ouais. Mais je sais plus où mais tu devrais lire. Attends, mais tu veux pas lire le texte où je le lis ou...
Tu veux que je lise? Non, mais attends, je te reprends à cette phrase et puis après, je fais. Mais ce début de la culture fera bientôt place au sérieux de la vie dans sa plénitude. Sérieux qui introduit dans l'expérience de la chose même. Donc, ouais. Ce qui pousse à confirmer que j'ai raison. Au début, on dit généralité, c'est de ce que tu fais, et après, on en revient à la chose même. On revient à l'être. Ok. J'apprécie la vanne. Je vais réfléchir à comment la contrer de manière efficace. Et quand de plus la rigueur du concept, ça c'est ce qu'on ambitionne, et quand de plus la rigueur du concept descendra dans la profondeur de la chose, alors ce genre de connaissances et d'appréciation sauront rester à la place qui leur convient dans la conversation. C'est-à-dire, quand ceux qui tiennent ces grands propos généraux auront lu la phénoménologie de l'esprit, ils sauront qu'il faut fermer sa gueule devant tant de génie, devant l'esprit absolu. Ouais. Puis là, le concept, c'est vrai que moi, à chaque fois que je tombe sur le concept, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, j'ai regardé plusieurs fois la définition, mais je sais que c'est un peu une idée en développement, enfin, qui se développe, hein, non, c'est pas ça? Un peu griffe, c'est juste la façon dont tu as de prendre une chose. Greifen, c'est prendre comme ça. Je sais. C'est juste la façon que tu as. Tu regardes ça, en français aussi, tu le prends d'une certaine manière. Tu regardes un objet, tu te le fais tiens, d'une certaine manière. Et donc, c'est l'objet, vu qu'on est justement quelque part, on est dans un idéalisme, hein, du coup. C'est la chose que tu prends. C'est pas tel que je la connais au stade où j'en suis dans ma relation avec cette chose. Je pense que c'est un truc très général, mon avis. Non, parce qu'en tout cas, il y a un truc qui s'appelle l'idée, et l'idée, c'est un truc qui n'est pas développé, c'est-à-dire une espèce de concept qui n'a pas encore. C'est un concept universel abstrait. Ok. Et donc le concept, c'est le concept de la chose, mais c'est vrai que de nouveau. Mais je pense que c'est un truc plus. Mais en fait, c'est la chose quelque part, oui, parce que tu verras toujours à travers son concept. C'est la manière dont on avance sur la culture. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose de moins conceptuel que le français concept. C'est juste la façon de la chose. C'est vraiment très. Ok. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu as saisi ce que je viens de te dire? C'est un peu le sens par rapport à la référence chez Frege. C'est vulgaire ce que je viens de dire. Frege, c'est une référence chez les analytiques, en fait. C'est lui qui préfère. C'est leur grand-père. On avait déjà bien tapé sur la tête la dernière fois. Pardon? On avait déjà bien tapé sur la tête la dernière fois. Ouais. Alors, je lis la suite un peu ou... Mais je sais pas que. Écoute le dialogue là. Alors, la vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le système scientifique de cette vérité. Collaborer à cette tâche, rapprocher la philosophie de la forme de la science, ce but atteint, elle pourra déposer son nom d'amour du savoir pour être savoir effectivement réel. Alors, pour dire philosophie, ça veut dire l'amour du savoir, philo, aimer, sophia, le savoir, la sagesse. Alors, elle dit juste un petit truc là. Attends, pardon. Alors, c'est là ce que je me suis proposé. La nécessité intérieure que le savoir soit science réside dans sa nature. Et l'explication satisfaisante de ce point ne fait qu'un avec la présentation de la philosophie même. Je trouve cette phrase compliquée. La nécessité intérieure, je ne comprends pas bien. Il y a souvent ce terme intérieur-extérieur. Je ne sais pas si c'est intérieur à la philosophie.
au concept de la philosophie, c'est ça que ça veut dire? Ou du savoir? Enfin, la nécessité qui se conçoit à partir du concept de savoir, de science. Ouais. La nécessité intérieure, c'est presque la vérité analytique. C'est ça. Ouais. La nécessité intérieure que le savoir soit science réside dans sa nature. Ouais. Et l'explication satisfaisante de ce point ne fait qu'un avec la présentation de la philosophie même. Pour la nécessité extérieure... Okay, non, mais juste ça, c'est important. L'explication satisfaisante de ce point ne fait qu'un avec la présentation de la philosophie même. Donc on va comprendre ce que c'est le savoir en produisant le savoir. On ne peut pas produire une définition du savoir a priori pour ensuite l'appliquer sur le réel et puis acquérir le savoir. Le savoir, c'est... Il n'y a pas de différence. Vous saurez quand vous l'aurez. Il n'y a pas de différence entre le contenu du savoir et le concept du savoir. C'est une seule et même chose. Donc, pour saisir le concept du savoir, saisir sa notion, il faut déjà commencer à entrer dans le savoir. C'est pas déjà une sorte de convergence entre la praxis et la théorie? Il y a peut-être déjà ça chez Hegel, non? Enfin, c'est chez Marx, mais... Non, mais la praxis, c'est une connotation très, très particulière. Tu dis n'emploie pas Hegel, c'est moi? La praxis, c'est le... Enfin, qu'est-ce que la praxis? Le fait d'être un révolutionnaire professionnel, là. Je pense que le lien ne se fait pas directement avec la praxis, mais avec dans les tests sur Feuerbach, Marx dit que pour vérifier si le savoir, c'est du savoir en fait, pour vérifier sa théorie, il faut l'appliquer. C'est dans l'application qu'on va savoir en fait, on va savoir tout court. Et du coup, ça fait penser à Hegel. Après, la différence, c'est que du coup, chez Hegel, c'est comme si on part du concept, on le nie avec la réalité, et puis après, le troisième mouvement retourne dans le concept. Et chez Marx, c'est l'inverse. Dans le sens qu'on part de l'extérieur, on part du matériel, et puis après, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il est sur sa tête, Hegel. Les Hegeliens disent que c'est Marx sur sa tête. Ouais, non, c'est clair, on peut tout dire. Ça dépend où on va le faire. Du coup, alors... Tu veux lire, du coup? Moi, chaque fois, je fais le texte. Quoi. En fait, pour la nécessité extérieure, en tant qu'il est conçu. C'est pour la nécessité extérieure, c'est ça la suite? Oui, c'est ça. Donc, la nécessité intérieure, le savoir, la science, réside dans sa nature, l'explication différente de ce point ne fait qu'une représentation de la philosophie même. Pour la nécessité extérieure, c'est-à-dire justement la compréhension du savoir quant à sa forme, c'est-à-dire oui, mais présente le savoir. Pourquoi ton savoir est plus savoir que le mien? C'est la nécessité extérieure. J'explique extérieurement. La nécessité intérieure, c'est que tu développes le savoir. C'est le savoir qui s'autorise la chose, c'est ça. La nécessité extérieure, c'est moi qui ai un autre savoir, je te demande, mais pourquoi ton savoir est plus nécessaire? Ça, c'est quoi? Ok. De toute façon, on ne comprend pas tout. Peut-être qu'il ne faut pas non plus être trop dirigiste sur qu'est-ce qu'il veut dire l'autre. Je sais pas, en fait, c'est vrai que moi, ça ne me paraît pas forcément... Pour la nécessité extérieure, en tant qu'elle est conçue d'une façon universelle, abstraction faite de la contingence de la personne et des circonstances individuelles, elle est la même que la nécessité intérieure. En fait, tu veux dire que la nécessité extérieure, c'est la même chose que ce qu'il vient de dire avant. Quoi. Que je sais pas bien pourquoi il dit ça. Moi, je te demande de m'expliquer ton savoir quant à sa forme, tu vas la même chose me dire. Je veux dire, c'est l'essence du savoir. Quand ça se fait. Non, mais tu vas recommencer à me montrer la chose, et puis à développer la chose, et puis tu vas finalement revenir à la nécessité intérieure de la chose. Parce que mais du coup, le savoir comme universel, ne peut être, enfin, le savoir, de par sa nature, ne peut être qu'un universel concret, qu'un universel qui se développe depuis la chose. Donc, si tu demandes ce que c'est le savoir abstraitement, la nécessité extérieure, universellement,
et ben, tu vas repartir du concret de la chose. Et donc, C'est finalement, c'est la même chose. spécifique au fait que ça se fait, ça se sait en même temps que ça se fait, qui fait que sa nécessité intérieure et extérieure sont les mêmes. Hein. C'est ça tient à la nature de ce que c'est le savoir. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de... Mais bon, bref. Je continue à lire, c'est assez explicité petit à petit. Donc, pour la nécessité extérieure, en tant qu'elle est conçue d'une façon universelle, abstraction faite de la contingence de la personne et des circonstances individuelles, elle est la même que la nécessité intérieure et consiste en la figure dans laquelle le temps présente l'être là de ces moments. Si on pouvait montrer que notre temps est propice à l'élévation de la philosophie à la science, cela constituerait la seule vraie justification des tentatives qui se proposent ce but, à la fois en mettant en évidence la nécessité de ce but et en le réalisant tout à fait. Ouais, en fait, il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire, à savoir exposer le savoir. Mais le mettre en évidence la nécessité, c'est justement le réaliser, la même chose. Mais là, l'histoire du temps, quand il parle, il dit un peu, il dit après avoir fait une première fois référence au temps, il est en train de dire que c'est dans le temps maintenant, c'est le moment où on est en train d'arriver au vrai savoir. C'est ça qu'il fait, non? Disons, le savoir va acquérir une nouvelle forme, ce temps, et c'est, disons, le fait de le mettre en évidence qui va réaliser ce fait. Mais disons, il pressent déjà une force qui va nous mener à la mise en évidence de la nécessité de la progression du savoir vers sa forme ultérieure. Ouais, ok. Ça fait peur quand même. Je peux lire. Ok, vas-y. Juste, c'est quoi qui t'appelle science du coup là? Pardon? L'élévation de la philosophie à la science. C'est quoi la science? La science, c'est son truc. C'est son truc. Tout ce qu'il fait, c'est pas les seules sciences de savoir. Je pense que c'est. Enfin, il y a Wissenschaft, c'est le même mot, quoi. En français, c'est la même chose aussi, quoi. Science, science, sachant, savoir, tout ça, c'est les mêmes racines. Enfin, je pense pas qu'il faille voir une différence. Mais c'est vrai que, en fait, quand il dit consiste en la figure dans laquelle le temps présente l'être là de ces moments. Ouais, là, c'est un petit peu. Il est en train c'est là où on en est, c'est-à-dire, là où on en est, c'est l'expression des moments de son être là. Et cette expression, si elle est comprise, va mettre en évidence la nécessité de la progression. Et cette mise en évidence va correspondre avec sa réalisation, c'est-à-dire son élévation à son niveau ultérieur. Mais disons que tout ça, c'est aussi en fait la phénoménologie, c'est tout un parcours où à chaque moment, il y a une vérité qui est la vérité du moment. Et là, il est en train de parler de ça pour son temps, sauf que lui, il va sous-entendre, enfin, il dit plus ou moins qu'il est monté à un niveau supérieur parce qu'il a pigé la dialectique un peu. Alors, la vraie figure de la vérité est donc posée dans cette scientificité. Est donc posée dans cette scientificité. Ce qui revient à dire que dans le concept seul, la vérité trouve l'élément de son existence. Je sais bien que cela semble en contradiction avec une certaine représentation et ses conséquences. Représentation qui a autant de prétention qu'elle est répandue dans la conviction de notre temps. Là, il parle de Kant. Hein. Non, des romantiques. Ah oui, des romantiques. Ouais. Tout ce qui vient après, c'est ce qui critique. Une explication. Pardon. Alors, les romantiques, c'est un courant philosophique, musical, littéraire, qui justement va avoir sa définition. Une explication au sujet de cette contradiction ne paraît pas superflue, même s'il ne peut être rien de plus qu'une affirmation gratuite, exactement de l'intention de laquelle elle va. Et là, qu'est-ce que le romantisme?
si précisément le vrai existe, dans ce qui, plutôt comme ce qui est nommé tantôt intuition, tantôt savoir immédiat de l'absolu, religion, aide, non l'aide dans le sens de l'amour divin, mais l'être même se sent. Alors, de ce point de vue, c'est plutôt le contraire de la forme conceptuelle qui est requis pour la fondation de la philosophie. Donc, les romantiques utilisent le contraire de la forme conceptuelle. Ils sont dans l'intuition. Moi, c'est présente leur pensée, puis quand elle est belle, quand elle est quand elle est édifiante, alors c'est qu'elle doit les vibes. Ouais, c'est ça, moi mais c'est vrai que moi j'ai lu ça, j'ai même pas pigé, j'ai lu moins attentivement, je suis bête. C'est vrai que c'est toi qui dois avoir raison, alors. Alors, réaction. Attends, t'as dit l'absolu ne doit pas être conçu, voilà. mais... L'absolu ne doit pas être conçu, mais senti et intuitionné. Non son concept, mais son sentiment et son intuition doivent avoir la parole et être exprimés. Ah, ça, c'est justement la romantique. Non, ça, c'est typique. Ouais. Ça, c'est de Schelling à Novalis, en passant par Brahms. C'est peut-être une noix, c'est un peu comme ça. C'est drôle, Brahms, il a écrit des trucs et puis c'est exactement ça. Bref. Si tu veux lire la suite. Allez, il y a quelqu'un qui veut lire. Allez, je lis. Si on conçoit l'apparition d'une telle exigence dans sa portée la plus générale, et si l'on envisage à l'étage où l'esprit conscient de soi-même se trouve présentement, on voit que cet esprit est au-delà de la vie substantielle qu'il conduisait dans l'élément de la pensée, au-delà de cette immédiateté de sa foi, au-delà de sa satisfaction et de la sécurité naissant de la certitude de la conscience que la conscience possédait, aussi bien intérieure Pardon, j'ai sauté. C'est une longue phrase. J'ai raté. Bon, alors je reprends. Si on conçoit l'apparition d'une telle exigence dans sa portée la plus générale, et si on envisage à l'étage où l'esprit conscient de soi-même se trouve présentement, on voit que cet esprit est au-delà de la vie substantielle qui conduisait dans l'élément de la pensée, au-delà de cette immédiateté de sa foi, au-delà de la satisfaction et de la sécurité naissant de la certitude de la conscience que la conscience possédait de la conciliation de l'esprit avec l'essence et de la présence universelle, aussi bien intérieure qu'extérieure, de cette essence. Je ne me rappelle plus de rien de ce que j'ai dit. Alors, je vais vous expliquer ceci. Mettons à l'endroit où l'esprit se trouve, dans la station où se trouve l'esprit, en 1806. L'esprit est conscient de soi-même, déjà. Ok. Il a déjà atteint cette station. Alors, cet esprit, qui est conscient de soi-même, est déjà au-delà de la vie substantielle, qui conduisait dans le monde de la pensée. La vie substantielle. Donc ça veut dire qu'il est au-delà, disons, du bourgeois qui vient de commencer à s'intéresser. Il y a une analogie avec le bourgeois qui est présenté au début, qui fait sa bindouille. Oui, c'est ça, il a déjà passé ça. Ok. Non, mais le bourgeois qui commence, et qui est dans ses généralités, sinon il entre dans ses généralités pour sortir de la vie substantielle. Déjà, t'es déjà sorti. Ah ouais, ok. Alors, ok, t'as raison, moi je me rappelle plus du tout. Ok. Donc, il est déjà au-delà de la vie substantielle, il est au-delà de l'immédiateté de sa foi, l'immédiateté de dire, voilà, ce qui est là est.
au-delà de la satisfaction, de la sécurité, de son certitude que la conscience possède la conciliation de l'esprit avec les sens, c'est-à-dire du moment qui considère que au début, il commence à comprendre les choses, mais qui est encore un petit peu naïf, ou qui, en fait, c'est pas encore qu'il n'a pas encore tout compris. C'est ça, non? Donc, il a déjà dépassé le moment qui consistait à concilier l'esprit avec l'essence. De dire que l'esprit, c'est l'essence de la chose. Ah, c'est peut-être aussi qu'il a compris qu'on était dans le devenir et puis qu'en fait, il fallait au-delà de la staticité. Mon esprit, c'est pas seulement l'essence des choses, c'est seulement un devenir. Donc, il a déjà compris ça. L'esprit de Feldgeist de 1806, de la Siennoise, tu vois, Napoléon. De la conciliation de l'esprit avec l'essence et de la présence universelle, aussi bien intérieure qu'extérieure de cette essence. La conciliation avec l'essence. Il est au-delà, non, il est au-delà aussi de l'idée que la chose serait universellement présente. C'est, comment dire, enfin, l'universalité du Dasein, de l'être là d'une chose, non, pas du Dasein, du Dasein heideggerien, de l'existence, enfin, de truc qui existe. Dasein, c'est l'étang. Ouais. Je comprends ça, c'est de l'étantité, comme dirait Heidegger, considérant donc comme, par exemple, le fond des analytiques, ce qui est, et puis c'est tout. Il y a une universalité de l'être. Voilà. Donc, en 1806, on était déjà au-delà de ça. Non. Mais pas sur tous les continents. Alors, c'est clair. Moi, c'est une phrase, et tu l'as bien explicité. Hein. Tu l'as pas mal explicité. Et donc, il me paraît quand même vachement brouillé cette fois. Nous qui sommes de vrais Européens, nous devons être a fortiori au-delà de ça. Donc, j'espère bien qu'ici, vous ne pensez pas que l'être est tout simplement et que quelque chose est, il y a une universalité de son être. Il ne faut pas juste demander ce qui est et puis de faire une liste de nos fondations. C'est déjà en question l'être des choses. Donc, présence. Donc, être comme présence. C'est vrai que ceux qui n'ont pas suivi le cours sur Heidegger, enfin, notre cours que vous avez passé, c'est un petit peu des références à ça, parce qu'on a quelques désaccords qu'on avait sur Heidegger qui se prolongent. Ouais, c'est marrant, ouais, parce que ça fait pas, c'est ça. C'est-à-dire peut-être que tu pensais que c'était hyper important de parler de l'être, alors que c'est quand même un truc qu'il essaye de trouver, mais à la fin, il dit qu'il n'a pas trouvé. Donc moi, je me dis, on va voir ce qui est déjà, il y a plein de trucs qui sont clairs, l'être, il n'a pas répondu à la question, donc je me disais que c'est vrai que... Mais bon, et puis effectivement, il y a d'autres gens que ça gêne, de faire comme ça. Parce qu'on a dit beaucoup de choses avec cette première phrase, peut-être que ça s'arrête à un moment. On la laisse raisonner. Chacun peut donner son ressenti, on peut faire un débriefing, une story. Il n'y a pas une peur intuition, ça surtout pas attention. Je suis l'intuition. Je suis le concept, la façon dont tu as de prendre les choses. Ça fait mal à dire, hein.
Non, mais peut-être qu'il faudrait faire des trucs Dans le à un sentiment. moment. Comment? On peut être dans le sentiment à un moment aussi. Non, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse je sais pas, des espèces d'exercices psychomoteurs, ou comme ça, on fait comme si on se lance une balle imaginaire, et puis, parce que moi, je fais ça dans certains trucs de développement personnel, ça aide beaucoup pour les groupes, quoi. Non, je plaisante. Mais peut-être une petite promenade. Ania, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est Je suis en train de digérer toutes ces informations. digéré? Bah, c'est vrai que si t'es pas en philo, et même si t'étais en philo, c'est un truc dans ce truc. En fait, je suis pas en philo et le français, c'est pas ma langue maternelle. Ah, voilà. Il y a beaucoup de choses. Tu lis l'allemand? Mais Je suis sûr que tu trouvais par ça tous ces textes. Je connais Romain Libre. Romain Libre ou bien Gênes. c'est C'est des textes tellement. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'était depuis le début, quand on a essayé de faire le texte, je me suis rendu compte justement que c'est pas que je prends le sens littéral de chaque mot, mais que c'est le mot finalement qui a un sens que Hegel a donné à eux. Donc, c'est pas forcément la même définition que j'ai dans ma tête. Mais non, c'est sûr. C'est pas uniquement que c'est le français, c'est un autre français en fait. Non, mais c'est vrai que c'est une traduction. Toutes les traductions ont décident de traduire certains mots par tel mot, puis il faut comprendre que tel mot, en fait, correspond à l'origine, et puis que c'est pas. Mais Hegel, lui, prétend qu'il, quand il parle allemand, il parle l'allemand tous les jours. Moi, je chasse. C'est un allemand de tous les jours de l'époque. Oui, c'est ça. Mais alors, pour nous, c'est compliqué, parce que c'est encore plus compliqué que s'il était formel comme était Kant. Parce que Kant disait, je pose tel terme, tel concept, et puis c'est le sens que j'en donne. Alors que c'est pour nous, on doit être en effort. bah, très souvent, ils ne donnent jamais de définition, et c'est frustrant quand même. En fait. Comme je t'ai dit, c'est vrai que quand il dit en C'est quand il soi. parle au Weltgeist, l'esprit du temps de Jean 106, quoi. Il faut s'en remettre. C'est l'absolu, l'esprit du temps, non? On pourrait dire ça, quelque part. Pas encore. Et puis, c'est encore moins maintenant. Mais à son époque, il avait l'impression qu'on était arrivé à la fin de l'histoire et qu'il arrivait pour mettre la cerise sur le gâteau, parce qu'il avait découvert les lois secrètes du devenir. Bon, c'est des spéculations. Mais en fait, ouais, et puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'en fait, il y a beaucoup des spécialistes qui disent que en fait, il ne faut même pas se concentrer sur le sens des mots, mais apprécier le mouvement de la phrase. Et ça va, en fait, c'est des phrases spéculatives, mais c'est vrai que je suis pas encore. C'est ce qu'il m'a dit Hugues Paultier, c'est celui qui va venir dans 2 semaines ou 3 semaines, qui va dire qui a raison, qui a tort, ou comment nous réconcilier. Et il nous explique qu'en fait, la phrase, c'est un mouvement qui fait une mécanique, qui fait du droit du concept, qui le développe. Et puis, c'est la phrase spéculative, c'est un truc c'est pas logique, mais c'est un mouvement qui correspond à la pensée d'Hegel, qui après, tu vois ce qu'il veut dire? Oui, mais il voit Hegel de façon abstraite. Il dit Hegel, il ne faut pas saisir abstraitement ce que je dis. Il faut regarder ce que je montre et puis suivre le mouvement des choses telles qu'elles se développent. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre quand tu dis cette phrase, mais c'est parce qu'elle est en français, quoi. Mais en tout cas, tu l'as pas mal explicité, ça. Non seulement l'esprit est passé au-delà de cet état dans l'autre extrême de la réflexion, privé de substance, de soi-même en soi-même, mais encore, il a outrepassé cela aussi. Donc, on a passé ça, on a passé un autre élément qui est le scepticisme. C'est-à-dire la réflexion, enfin non, qui n'est pas la scepticisme, qui est le formalisme, qui est la réflexion privée de substance, la pure forme de la pensée, auquel on enlève l'être. C'est Kant. Ah, ok, j'ai compris. Kant, bravo.
on montre ce que c'est l'esprit, les formes de l'esprit, les concepts les formes de l'intuition, les concepts de l'entendement, et on dénie toute substance à ces choses. On dit que c'est uniquement des choses subjectives. Ça, c'était calme. On est passé au-delà avec les premiers idéalistes, Fichte et Schelling. Il a outrepassé cela aussi. Non seulement sa vie substantielle est perdue pour lui, parce que là, c'est bon, on est loin, quoi. Mais il est aussi. Sa vie substantielle est perdue. C'est un mal. Parce que là, l'esprit absolu revient à la vie substantielle, disons, ou intègre la vie substantielle. Ça veut dire qu'en fait, que la vie substantielle est perdue, ça veut dire qu'en fait, on est dans la pure abstraction, du coup. Et que c'est pas bien. Formalisme. Une pure abstraction, du coup. Oui, c'est une forme d'abstraction. C'est le fait qu'on pense. C'est un truc pas vivant, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Non seulement sa vie substantielle est perdue pour lui, il dénie tout être à la chose en soi. Donc, si on va vivre en tant que conscient, enfin, le cas, disons, de la critique de la raison pure, c'est. On ne dénie pas tout être, mais toute parce que après, la possibilité de l'atteindre. Hein. Tu sais que la morale kantienne, elle se base sur les choses, enfin, sur l'idée des libertés. Il commence par dire oui, mais alors il faut la présupposer, mais c'est un truc qu'on ne saura jamais si ça existe ou pas. Donc on vit dans le doute de la chosité de la chose. La concrétude de la concrétude de la concrétion. Tandis qu'Hegel, tu penses qu'il nous présente un peu la liberté en train de s'incarner un peu, en fait. C'est ça, l'histoire du monde, c'est l'histoire de la liberté. C'est ça. Du concept. Et puis c'est précisément, justement, tout est construit pour être contente et lui dire que non, en fait, tout ce que tu nous disais qu'on avait perdu, je vous le redonne, en fait. Pardon ? Différemment, sinon c'est pas dialectique. Différemment, parce qu'il y a la première chose qui est perdue, il a dit qu'on perd la substance. La deuxième chose, c'est plutôt le scepticisme conscient, on va dire. On dit justement les temps de la substance, etc., pas des trucs basiques abstraits, en fait. Et finalement, il dit qu'on en est à là. Non, ça, il a outrepassé cela aussi. Il a outrepassé cela aussi. Et ça, c'est de l'être de son époque ou de l'être en tout cas non, mais ça, je pense que c'est Schelling. C'est déjà un développement par rapport à Kant. Donc Schelling a déjà dépassé ça, parce que du coup, le troisième mouvement, c'est le moment justement qui est mouvement et qui est finalement la synthèse. Non, enfin, on verra dans la suite, c'est pareil. Ça m'étonnerait qu'ils disent que Schelling justement a tout ça, parce que et il a quasiment l'absolu. Non, mais c'est pas quand on arrive au troisième mouvement que tout est résolu. Mais il y a plusieurs mouvements. Chaque mouvement est une. Enfin. Non, parce que le troisième mouvement va être repris. Il faut pas forcément chercher dans la phénoménologie de l'esprit toujours cette tripartition des mouvements. Puisque c'est pas construit comme la logique de l'encyclopédie où il y a chaque fois. Enfin. Je ne réponds pas à ta question parce que je suis en tête. Arrête d'être aussi assertif. Non, mais c'est vrai que. Prends juste un temps. Il faut juste regarder la table des matières, la phénoménologie de l'esprit. On voit que c'est pas comme la logique de l'encyclopédie. Ouais, ok. Mais il est quand même. C'est vrai que souvent, il est là quand même. Il y a plein de trucs où il y a la dialectique qui est là. Peut-être qu'il n'y a pas les trois. Mais déjà, il y a un truc. Ça, c'est un truc qu'on interpole à partir du Hegel, dont sa systématicité attente dans l'encyclopédie ou dans la logique. Mais disons juste ce qu'il dit. Pas besoin d'interpréter. Ça, c'est des trucs qui présentent. Ok, mais il y a un moment, je te dirais que pour moi, c'était dialectique. Je pense que j'aurais raison. Non, mais oui. Sûrement, mais il ne faut pas se dire ça doit être de la dialectique, donc on va comprendre où est la dialectique et puis je comprends ce qui est ce qu'on comprend. Après, quand on aura fait tout le parcours, on pourra regarder qu'est-ce qui est dialectique, qu'est-ce qui est pas.
soupçon amène les choses. Non seulement sa vie substantielle est perdue pour lui, mais il est aussi conscient d'une telle perte et de la finité qui constitue maintenant ce contenu. Réagissant à son abjection, confessant sa misère, proférant contre elle des imprécations, l'esprit réclame de la philosophie non pas tant le savoir de ce qu'il est, que le moyen de restaurer, grâce à elle, cette substantialité perdue, la solidité compacte de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est ce que l'esprit réclame à la philosophie. Non, on veut quand même de la substance, on veut du tangible. Pour venir à bout de cette besogne, la philosophie ne doit pas tant résoudre la compacité de la substance et élever cette substance à la conscience de soi. Elle ne doit pas tant reconduire la conscience chaotique à l'ordre pensée et à la simplicité du concept que mélanger les distinctions de la pensée, opprimer le concept différenciant et restaurer le sentiment de l'essence. Voilà, ça, c'est la réponse que les romantiques ont donnée à cette, que Schelling, que Fichte ont donné à cette envie de substance. C'est toujours dans la critique. Donc, Ils ont voulu résoudre la compacité de la substance, les romantiques. Non. Attends. La philosophie ne doit pas tant résoudre la compacité de la substance. Là, c'est ce que disent. Non, ça c'est ce que disent les romantiques. Donc lui il dit qu'il faut pas. Mais c'est vrai que moi je vois pas trop en quoi. Non, mais il faut pas comprendre après ce qu'il dit lui. Il dit juste voilà une réponse qui a été donnée. La réponse dans l'après. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est résoudre la compacité de la substance. Hein. Ah non, mais alors résoudre la compacité de la. C'est le fait qu'on ne pourra jamais savoir ce que c'est. Est-ce que c'est la chose en soi? Moi, je me suis demandé si c'est peut-être ça. Je vais juste regarder le terme allemand. On ne peut pas savoir ce que c'est à l'intérieur. Donc, c'est comme, la chose en soi, c'est comme l'intériorité d'un objet, on ne pourra jamais le savoir. Et je me dis, ça m'a fait penser à ça, sa compacité. Mais il faut toujours revenir. On va faire. Du coup, comme je le comprends, c'est justement les romantiques qui vont nier l'être. Et la philosophie, selon Hegel, ça doit être de résoudre cette compacité. Non, les romantiques, eux, ils proposent une façon de résoudre justement cette négation de l'être qui a été faite par Kant. Mais c'est une mauvaise réponse. Il le faire en retournant en arrière, d'une certaine façon. Et c'est là où il va parler plus tard de l'extase, et puis de sacrer l'éternel, et de retrouver de l'être pur, entre guillemets. Ouais, mais justement, il propose de revenir à la métaphysique que Kant a détruite, peut-être. Je ne sais pas si c'est un retour en arrière, mais en tout cas, c'est une mauvaise route. Mais c'est vrai que quand il dit, donc, ne doit pas tant résoudre la compacité de la substance et élever cette substance à la conscience de soi. Est-ce que c'est ça que font les... C'est vrai que ça m'a fait penser. C'est vrai que moi, c'est peut-être très compliqué pour moi, mais donc j'ai l'impression que j'ai pensé à élever Alfredo. Je me suis dit, tiens, en fait, il me parle de ces trucs. Je me suis trompé, peut-être. Élever cette substance. Der Gediegenheit des Seins. Hein? Attends. La compacité de la substance. C'est la solidité compacte de l'être. Mais attends, la compacité de la substance. Lui dit quoi? Verlangt nun von der Philosophie nicht so das Wissen. Ah, die Verschlossenheit der Substanz. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que Kant a énoncé comme interdiction, enfin, comme séparation radicale de la chose en soi. C'est ça? Donc, le caractère fermé. Donc, parce que les romantiques, justement, ils résolvent ça, parce qu'ils disent que la vérité, c'est dans le sentiment. Justement, ils ouvrent la substance qui avait été refermée par le sentiment. Ouais. C'est comme ça, je comprends. Ça paraît logique, mais c'est... Et puis, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, et pour venir à bout de cette besogne... À la conscience de soi, ça veut dire par le sentiment, ils ont élevé cette substance à la conscience de soi. C'est vrai que
il y a plein de trucs, on pourrait rester des heures assis pour comprendre exactement ce qu'il veut dire, et regarder en allemand. Mais là, il y a beaucoup d'autres trucs encore incompréhensibles. Peut-être qu'il faudrait passer pour... Non, mais c'est compris. Pour venir à bout de cette besogne, la philosophie ne doit pas tant résoudre la capacité de la substance et élever cette substance à la conscience de soi. Elle ne doit pas tant reconduire la conscience chaotique à l'ordre pensée et à la simplicité du concept que mélanger les distinctions de la pensée, opprimer le concept différenciant. Le concept différenciant, c'est l'esprit critique. Ah, c'est ça. Critique de l'esprit, alors. Critique en grec, krisein, c'est discriminer, juger, discriminer, c'est ça. Donc le concept différenciant krinein, quand même. Et restaurer le sentiment, elle ne doit pas tant procurer la pénétration intellectuelle que l'édification. Voilà, la vérité se trouve dans l'édification. Ah, t'es sûr? Non, excusez-moi, c'est ce que dit de romantique. Voilà, ouais. Le beau, le sacré, l'éternel, la religion, l'amour sont l'appât requis pour réveiller l'envie de mordre. On a tellement envie de retrouver l'être que la substance des choses que nous tend le beau, le sacré, l'éternel, la religion, l'amour. Allez, venez, mordez. Non le concept, mais l'extase, non la froide et progressive nécessité de la chose, mais l'enthousiasme enflammé doivent constituer la force qui soutient et répand la richesse de la substance. Voilà l'emphase des romantiques. Ok. Mais moi, je maintiens ma tripartition dialectique. Là. Il y a d'abord la substance qui est du coup détruite par la critique. Et puis les romantiques ont nos consciences, mais ils veulent justement opprimer ce concept différenciant que nous possédons. Ils veulent justement éviter la critique ancienne et retourner à l'être pur, entre guillemets. Mais c'est très nietzschéen, en tout cas. Ouais, ça me fait penser aussi à une sorte de vitalisme qui est finalement pour retrouver l'être dans son autonomie. Mais aussi une espèce de naïveté qui n'accepte pas d'affronter la vacuité du monde et que lui, il a la virilité pour le faire, quoi. D'où aussi la critique de la logique, etc. de Nietzsche, peut-être. Ouais. Qui est finalement romantique, qui veut aussi retrouver l'être dans une affirmation de l'être. Ouais, mais je pense que tu as raison. Oui, d'accord avec toi. Moi, j'étais trop engoncé dans ce qu'il disait pour prendre la hauteur et voir ça. Je pense que tu as raison. Ouais, c'est clair. À cette exigence correspond un travail pénible. Un zèle presque brûlant pour arracher le genre humain de sa captivité dans le sensible, le vulgaire, le singulier, pour diriger son regard vers les étoiles. Comme si les hommes, tout à fait au milieu du divin, étaient sur le point de se satisfaire comme le ver de terre, de poussière et d'eau. Le ver de terre, satisfaire de poussière et d'eau. Fut un temps où les hommes avaient un ciel doté des vastes trésors, des pensées, des images. Ça, c'est clairement les Grecs, non? Non, mais l'amour que les romantiques ont pour le Moyen-Âge. Ouais. Parce que le romantisme, c'est un ensemble de choses. C'est ce qu'on a expliqué, le sentiment, la pensée, l'intuition du concept. C'est aussi, esthétiquement, c'est un retour à la nature complètement idéalisée de Hölderlin. C'est aussi on était vraiment, on était plus intelligent au Moyen-Âge parce qu'on avait le sens des choses, le sacré. Il fut un temps où les hommes avaient un ciel doté des vastes trésors, des pensées et des images. Alors la signification de tout ce qui est se trouvait
dans le fil de lumière qu'il attachait au ciel. Au lieu de séjourner dans la présence de ce monde, le regard glissait au-delà, vers l'essence divine, vers, une présence au-delà du monde. C'est par contrainte que l'œil de l'esprit devait être amené au terrestre, être maintenu dans le terrestre. Là, je pense qu'il accorde aux romantiques leur vision du Moyen-Âge. L'œil de l'esprit a dû être amené au terrestre et être maintenu dans le terrestre. Vous voulez les ramener? L'œil de l'esprit a été ramené par les lumières. Par les ouais. Enfin, par disons, la Renaissance et les lumières, sans doute. Il fallut alors bien du temps avant d'introduire cette clarté que possédait seul le supraterrestre, dont l'étroitesse et l'égarement se trouvait le sens de l'en-deçà, avant d'accorder une valeur et un intérêt à l'attention, à ce qui est présent comme tel, attention qui se nommait expérience. Ça, c'est une description magnifique du XVIIIe siècle. Il dit, on est arrivé avec les Lumières dans un nouveau royaume de l'esprit. Et comme il dit ailleurs, chaque fois qu'on arrive à un nouveau moment de l'esprit, les choses nous semblent très pauvres. Parce qu'avant, l'esprit avait développé toute sa richesse à l'étage où il se trouvait. Au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, on avait une richesse de mythes, une richesse de sens des choses qui est énorme. Arrive le XVIIIe siècle, et c'est vrai que si on est Hume, l'expérience, finalement, au début, ça paraît bien pauvre et bien chiant par rapport au bas Moyen-Âge. Mais il ne faut pas, il dit ailleurs, juger un nouvel état naissant de l'esprit par rapport à la pauvreté de son contenu. Parce qu'il est juste au début. Laissez le temps à l'esprit d'expérience se développer. Et ne dites pas, regardez comme c'est pauvre, il faut revenir à la richesse d'avant. Il faut rester là où on est et développer la chose. Maintenant, il semble qu'on ait besoin du contraire. Le sens est tellement enraciné dans le terrestre qu'il faut, semble-t-il, une violence égale pour le soulever. L'esprit se montre si pauvre que, comme le voyageur dans le désert aspire à une simple goutte d'eau, il semble aspirer, pour se réconforter, seulement au maigre sentiment du divin en général, à la facilité avec laquelle l'esprit se satisfait peut se mesurer l'étendue de sa perte. Donc voilà ce qu'offrent les romantiques, c'est finalement une goutte d'eau. Une goutte d'eau pour juste se sustenter dans cette aridité nouvelle. Pour savoir marcher dans le désert. Tu veux lire, toi? Ouais. Enfin, déjà, je sais pas. Ça revient vraiment. Moi, ça me fait sur la scène. Super. C'est vrai, ça. Ça me pensait à Nietzsche aussi un peu. Mais c'est vrai que plus je lis Hegel, plus j'ai l'impression que Nietzsche a mal lu Hegel, puis en fait, il aurait dû mieux lire, et puis j'aurais été d'accord avec lui sur les points. Ouais. C'est vrai. Peut-être qu'il l'a lu que. Et je pense qu'il n'a pas lu, quoi, parce que. Il a lu inconsciemment. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit des trucs et puis ils avaient lu Hegel, et puis c'est dit. Je sais pas, c'est marrant. Hein. Il disait que c'était un vrai type.
Il dit qu'il ne voulait pas entendre parler du style de Tulle, mais si vous ne voulez pas entendre parler, vous n'avez pas entendu parler. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Style de Tulle, c'est où Hegel, Schelling, Hölderlin ont fait leurs études. Je vais lire. Toutefois, cette discrétion. Ouais. Toutefois, cette discrétion, en recevant ou cette parcimonie en donnant, ne conviennent pas à la science, qui cherche seulement l'édification, qui veut envelopper de nuées la terrestre variété de son être-là et de la pensée, et invoque la jouissance indéterminée de cette divinité indéterminée, peut regarder où il trouvera cela. Il trouvera facilement un moyen de se procurer un objet d'exaltation et de s'en glorifier. Mais la philosophie doit se garder de vouloir être édifiante. Enfin, il arrive à son propos. Alors, j'enchaîne. La philosophie doit se garder de vouloir être édifiante. Vas-y. Ok. Non, mais c'est vrai que je me demande exactement, en fait, édifiant, dans quel sens? Parce que c'est vrai que les romantiques, ils ne sont pas édifiants. Si. Ils cherchent l'édification, justement. Mais une édification, c'est un truc. L'édification morale. C'est-à-dire juste le fait que. Enfin voilà, c'est le. Mais édifier, ça veut dire quoi, en fait? Édifier, ça veut dire faire un immeuble, ça veut dire faire quelque chose à l'extérieur, en fait. Le mot. Le mot allemand comme le mot français, justement, est une métaphore à l'édification d'un immeuble. Et un pardon d'édification. Et c'est un mot religieux, à la base. C'est le fait de se trouver des exemples ouais, c'est ça. Qui feront notre esthétique existentielle, permettront de voir là où est le bon, là où est le mauvais, par des exemples. Christ, Et on appelle ça l'imitation christique. Ouais. Et c'est ce que propose justement mais c'est vrai que les romantiques, ils sont aussi un peu pour le désordre des sens, en fait. Tu vois, c'est un peu l'édification, justement. L'édification, c'est juste le fait de montrer le bon, la vérité morale, par surtout le sentiment. Ouais, par le beau, par un sentiment du beau, par un sentiment du bon, etc. Ils ont indiqué un truc qu'il faut faire. Pour que vous ayez justement. Ok, donc ils font un truc hyper simple et complètement niais, quoi. En fait, ils font en fait la même chose que ce qu'on faisait avant. Pas forcément niais. L'imitation du Christ, c'est pas niais. Mais disons, si on va pas. C'est un truc dogmatique, quoi. En fait, disons, parce que Hegel, lui, se propose de montrer le. C'est pas vraiment dogmatique, c'est uniquement. Enfin, on revient, justement, mais là, Madé avait raison, on revient juste à la simplicité des sens. Et puis juste, on veut trouver la vérité dans le sentiment du beau, le sentiment du vrai. Ouais, ça c'est la direction. Ceci égale ceci et débrouillez-vous comme ça, quoi, en fait. Tandis qu'Hegel, il monte d'un niveau. C'est un peu la poésie, quoi. Le romantisme, ça montre de la poésie. On montre quelque chose. Mais c'est ça, je dirais, c'est-à-dire que tu te fies à ta boussole sentimentale, qui te dira où tu peux aller, que faire. Et ouais, c'est vrai que ça ressemble en ça, on peut dire que ça ressemble à la morale chrétienne, un peu religieuse. C'est pour ça que je disais que c'est un retour en arrière dans mon logique. Ouais, ok, j'ai compris. Ouais. Merci Madé pour cette élévation de l'esprit. Le bateau au bout. Alors, je continue. Alors, c'est moi qui. Tu veux continuer? Tu veux continuer? Allez, vas-y. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lire? Du reste, il n'est pas difficile de voir que notre temps est un temps de gestation et de transition à une nouvelle période. L'esprit a rompu avec le monde de son être-là, le passé, et de la représentation qui a duré jusqu'à maintenant. Il est sur le point d'enfouir ce monde dans le passé
et il est dans le travail de sa propre transformation. En vérité, l'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos. Il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif. Seulement, il en est ici comme dans le cas de l'enfant. Après une longue et silencieuse nutrition, donc là il parle du fœtus. Après une longue et silencieuse nutrition, tout d'un coup, le fœtus est accouché, la première respiration. Et là, c'est un saut croissance d'abord, seulement créative, et c'est alors que l'enfant est né. Changement médiatique. Donc là, on se trouve non plus à un moment de l'esprit qui est seulement dans le changement quantitatif, se nourrit, voilà, et là, on va voir un changement profond, total de l'esprit, dans une nouvelle forme. Ainsi, l'esprit qui se forme, mûrit lentement et silencieusement, jusqu'à sa demi-figure, désintègre fragment par fragment l'édifice de son monde précédent, l'ébranlement de ce monde inonde, l'ébranlement de ce monde est seulement indiqué par des symptômes sporadiques. La frivolité et l'ennui qui envahissent ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d'un inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d'autre qui est en marche. Cet émiettement continu qui n'altérait pas la physionomie du tout est brusquement interrompu. Là, on dirait qu'il fait référence à la fiche de notre... dessine en une fois. Ça m'a fait penser à l'affiche que j'ai dessinée pour présenter Hegel et sa pensée. Mais là, c'est très clair. C'est magnifique. Hein? Ça fait penser à la situation actuelle aussi. Mais je me demande si ça ne fait pas en permanence penser à la situation actuelle. Non, c'est presque à l'allégorie de la canane. Le soleil, l'idée. Ouais. Aussi, mais parce qu'en fait, c'est vrai que ça me faisait penser à un truc que j'avais pensé, que je trouvais pas mal, j'aurais peut-être pu faire un coup médiatique avec ça. Ce serait de dire qu'en fait, que Hegel, enfin, toute la pensée, disons, millénariste, un peu comme celle d'Hegel, disons, messianique, hein. C'est comme si on avait aplati Platon. Platon, il était avec son soleil ou son bien au-dessus, comme ça. Et puis en fait, c'est juste qu'on a mis, en fait, ce qui était uniquement vertical pour les Grecs, on a utilisé le temps pour nous servir de ciel, en fait, quelque part. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que j'ai des chances de faire un truc seul, comme ça, en disant ça sur les plateaux? Tout le monde peut être l'Aristote de ce Platon. Tout le monde montrait que jusqu'à présent, on était dans des idées abstraites, et maintenant, on va revenir à la chose même. Mais c'est vrai que, disons, que dans cette pensée où, disons, qu'on est attiré par la fin, où la fin détermine le... en fait, c'est Aristote aussi qui a fait un peu ça, en fait. Ouais, Aristote, il a déjà fait ça, il a aplati Platon. Les choses sont attirées par leur fin et que c'est dans le temps que ça se passe et que c'est le bien qui attire toutes les choses. Donc, il y a une espèce de, disons, de polarisation par la fin, quelque part. C'est vrai que disons que chez Hegel, c'est radical. Il y a une polarisation par la force. C'est-à-dire que dans sa liberté, à cause de sa liberté, l'esprit se développe dans un trajet déterminé. Bon, mais d'accord, mais il sait où il va aller, quoi, en fait. Il ne sait pas. Et si, vers la vérité.
il doit aller vers la vérité. C'est comme ça qu'il va. Mais dans l'histoire, pour le savoir, il doit aller vers la vérité, vers la vérité, sans savoir la forme suivante. Sans savoir la forme que. Mais il sait qu'il y aura cette vérité. Oui, ouais. C'est un abstrait, ça, au contraire, de savoir. Ouais. Mais si on fait un parallèle, donc, philosophie d'histoire du monde, donc là, le propos, c'est pas le savoir, mais c'est la liberté, le concept de liberté, une notion de liberté qui décide. Une leçon sur l'histoire. Oui, philosophie d'histoire du monde. L'homme qui va vers une nouvelle forme de liberté, c'est pas forcément le c'est ça la prise de la raison. Oui, tout à fait. Ouais. Mais un esprit aussi clair que Hegel sait que par sa liberté, il ira sans le savoir là où il est allé. Mais c'est vrai que, disons que moi, en fait, je trouve fascinant de voir qu'il dit qu'il va dire que la philosophie, enfin, il va annuler le scepticisme. Enfin, ça semble assez fou pour nous de voir quelqu'un qui dit ça. Il va en finir et puis il va dire la vérité. Je veux dire, c'est quand même une démarche très totalisante et totalitaire. Enfin, je veux dire, c'est par hasard. Il vient plus le scepticisme. Oui, c'est ça qui est encore pire, justement, en fait. C'est que tout est prévu, vraiment, en fait, qu'il a fait tout le parcours et il va dire qu'on va pouvoir dire le vrai purement et simplement. Et je veux dire, peut-être que, disons qu'il a une forme d'expression. Mais le vrai, c'est tout ça. C'est tout l'esprit qui se développe. C'est pas ce qu'on arrive à la fin. Ouais, mais bon, après, peut-être qu'il faut des référencier à leur Hegel de Marx mais c'est vrai qu'en tout cas, il a inspiré des régimes qui ont utilisé. Et c'est vrai que quand je lis ce truc, c'est vrai que je comprends parfaitement pourquoi on peut utiliser un truc tellement compliqué qui peut avoir tellement de signification pour en faire un truc. On va endoctriner les gens et leur faire croire que tout est géré, qu'on a. C'est vrai que moi, je plaque peut-être l'idée que dans les pays communistes, en fait, c'était ça. En fait, c'est-à-dire que c'était un hegelianisme. On disait qu'on était arrivé, on avait trouvé la solution, la science était terminée, et puis tout le monde devait obéir parce que c'était comme ça, parce que c'était la vérité. Mais justement, il faut mettre, dans l'esprit marxiste, il faut mettre Hegel sur la tête. C'est ce que dit Marx, je crois. Je pense que c'est de la faute d'homme. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est Hegel qui est beaucoup. Il semble que Marx disait justement que une fois compris en gros ce qu'il avait à dire, Marx, contrairement à ce qu'il pensait que disait Hegel, c'est-à-dire parce que ce qu'on s'imagine et ce que Marx imaginait, c'est que Hegel, on arrive à la fin de l'histoire. Et Marx disait, quand vous aurez compris ce que j'ai à vous dire, on pourra sortir de la préhistoire de l'humanité. C'est Marx qui dit ça, oui. Non, Marx, il semble qu'il y a cette citation. On va rentrer dans l'histoire une fois qu'on aura compris la logique marxiste. Marx dit ça, mais je me demande si Hegel ne le dit pas avant. Mais justement, Marx peut retrouver Hegel et dit justement dans la pensée hegelienne qu'on a compris ce que Hegel a à dire, alors Marx prétend que Hegel prétend qu'on a fini l'histoire. Je ne pense pas que. Moi, il me semble que c'est ce qui. Ouais, mais c'est vrai que moi, c'est pas un peu des ouï-dire aussi qui font que. Enfin, c'est vrai que j'ai peut-être pas lu ça dans Hegel, mais c'est dans des cours où on m'a dit ça. Ce sont peut-être des cours de sociologie où on leur avait dit ça aussi, donc peut-être que c'est. Moi, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça. Dans le sens que la fin de la préhistoire, c'est le début de l'histoire, c'est pas la fin de l'histoire. Et puis le début de l'histoire. Mais il y a aussi. Mais moi, j'ai cette impression, que Marx, c'est les marxistes qui. Peut-être c'est juste les marxistes qui disent ça, mais qui disent que moi, c'est un propos qui a été. Ouais, peut-être même moi je l'ai dit. Mais dans le sens que le retournement que Marx fait de Hegel, c'est un retournement ontologique. La dialectique reste là.
D'ailleurs, Bernard Bourgeois, pour rester écrit, il dit que Marx est un hegelien. Tu vois. Et le truc, c'est que du coup, il n'y a pas une fin de l'histoire, mais il y a un début de l'histoire au moment où, disons, l'humanité a atteint un certain niveau de conscience. Une certaine fin de l'histoire, il y a un début de l'histoire. Disons, l'histoire commence dès que... les deux, quoi. Enfin, l'histoire commence dès que l'homme, pas chez Hegel, dès que l'homme sort de sa vie substantielle. Et qu'il a une idée, et qu'il a quelconque idée de liberté. Non, parce que ça, c'est l'histoire substantielle, ça serait de passer de en soi à pour soi. Mais le en soi et pour soi, c'est un peu comme chez Spinoza, dans un certain sens, tu peux t'autodéterminer la conscience. L'histoire ne commence pas à la dernière page des leçons sur la philosophie de l'histoire. Donc, c'est les premières pages. Après, la question, c'est est-ce que l'histoire finit à la dernière page de la philosophie de l'histoire? Je ne pense pas. Mais pas Hegel pense ça. Je sais pas, mais c'est peut-être aussi. En fait, c'est vrai que, disons qu'il a quand même. Je suppose qu'il aurait peut-être pu dire ça dans le sens où il a vu le. Enfin, je pense que c'est la doxographie un peu classique que moi j'ai peut-être ingurgité sans avoir vraiment lu le texte en lui-même, mais qui dit que, disons, il y a eu Napoléon qui a imposé l'État bourgeois partout, et ça apparaissait comme une certaine, une fin de l'histoire, non? Tu crois pas? Ce qu'il dit sur Napoléon, la seule chose que je sais qu'il dit sur Napoléon, c'est quand il essaye de faire publier sa théologie de l'esprit, parce que c'est difficile, il écrit à son éditeur, Louis 106, moi, bien sûr, au moment où l'édition se prépare, j'ai vu die Weltseele. C'est assez long. Mais c'est peut-être. Weltseele, et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que plus tard, il parlera de Weltgeist, déjà de Weltseele. Mais tu vois, en fait, maintenant, je me souviens mieux, en fait, ce qui se passe. Seele, donc c'est là. Mais en fait, ce que j'essaie d'où me vient cette certitude ou cette forte impression que c'est ça, c'est parce que moi, à mon époque, quand j'ai fait de la socio, on était en train de lire ce livre un peu bête de Fukushima, mais de Fukuyama, qui s'inspire à fond de Hegel et qui dit, en fait, disons, moi j'ai appris en lisant Fukushima, dit que Hegel dit que c'est la fin de l'histoire. C'est la même chose. Fukuyama dit que voilà, Hegel a dit que c'était la fin de l'histoire. Donc, c'est de là que je tiens ça. Donc peut-être qu'il se trompe en fait. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Fukuyama le dit. Ouais, je vois lui, sa thèse, c'est que là, le libéralisme va s'inventer partout et puis il n'y aura plus de guerre, il y aura juste des... De la même façon, c'est là, c'est similarité avec l'État bourgeois. De la même façon, le libéralisme, c'est le même principe utilisé avec un autre type d'État. Mais il faudra voir, en fait, c'était pas. Moi, je vois. Et ça, c'est la tarte à la crème des sociologies, quoi. Présenter une traduction de Fukuyama et Huntington dans une période. Est-ce qu'on arrive est-ce qu'effectivement, quand le libéralisme sera installé partout, on sera arrivé à la fin de l'histoire? Ou est-ce que non, les civilisations continueront à s'affronter? Ou d'autres trucs, c'est peut-être pas forcément ici. Huntington, c'est des civilisations, mais disons... Ah non, mais c'était justement une fausse opposition, parce que c'était la façon dont... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un truc, c'est un lieu commun. Non, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression en fait, que c'était un peu qu'on a cristallisé le débat comme ça, parce que c'était comme ça qu'on voulait le cristalliser. C'était deux personnes qui étaient des mêmes think tanks, le CFA, le Council for Foreign Relations. C'est vrai que c'est souvent le cas que, disons qu'il y a deux. C'est vrai que ça donnait, parce que c'était Fukuyama, c'était le truc de la version de gauche, genre c'est pas gauche plutôt libérale, et droite un petit peu guerrière, c'était Huntington, quoi. Et puis finalement c'est Huntington qui a gagné avec le 11 septembre. Un peu. En tout cas, Alain le Boudi, mon analyse.
Continuons. Alors, on était où là? Mais ce nouveau monde a aussi peu une réalité effective parfaite. On est encore sur. Oh, pardon. C'est bon. Alors, j'y vais. Mais ce nouveau monde a aussi peu une réalité effective parfaite que l'enfant qui vient de naître. Il est essentiel de ne pas négliger ce point. Le premier surgissement est initialement son état immédiat ou son concept. Ainsi, aussi peu un édifice est accompli quand les fondements en sont jetés, aussi peu ce concept du tout qui est atteint est le tout lui-même. Quand nous désirons voir un chêne dans la robustesse de son tronc, l'expansion de ses branches et les masses de son feuillage, nous ne sommes pas satisfaits si l'on nous montre à sa place un gland. Ainsi, la science, la couronne d'un monde de l'esprit, n'est pas encore accomplie à son début. Le début de l'esprit nouveau est le produit d'un vaste bouleversement de formes, de cultures multiples et variées, la récompense d'un itinéraire sinueux et compliqué et d'un effort non moins ardu et pénible. Ce début est le tout qui, hors de la succession et hors de son extension, est retourné en soi-même et est devenu le concept simple de ce tout. Mais la réalité effective de ce tout simple consiste dans le processus par lequel les précédentes formations, devenues maintenant des moments, se développent de nouveau et se donnent une nouvelle configuration, et ce, dans leur nouvel élément, avec le sens nouveau qu'ils ont acquis par là. Et ben voilà. C'est terminé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais essayer de dire un truc, vu que toi, t'as rien. C'est pas mal comme ça, parce que t'as pas beaucoup, mais je sais pas quoi dire. Mais là, on pourrait voir une dialectique. Là, c'est clair. Hein. C'est pas quand on arrive à l'abstraction, c'est-à-dire les fondements d'un nouveau monde, système axiomatique ou déductif permettra de comprendre le monde, que on est au bout, quoi. Il faut qu'on concrète. Une fois qu'on a la nouvelle forme du monde, il faut la concrétiser. Ça veut dire qu'il faut laisser devenir, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, c'est aussi une sorte de gage qui donne. Je vous propose quelque chose de nouveau. Au début, ça va être aride. Petit à petit, les choses vont s'enrichir. Finalement, on va acquérir plus de richesse. La richesse de ce qu'on va atteindre sera tout aussi grande, mais plus pure. Mais du coup, en fait, ce qu'il aurait peut-être simplement fait, c'est annoncer, dire qu'il y a une époque qui s'ouvre, et j'en décris disons, son concept, et je la laisse se développer. Alors, c'est juste ça qu'il a fait. Oui, mais puis il dit aussi, n'ayez pas peur d'entrer dans ce domaine. Peut-être qu'au début, il vous semblera aride, mais petit à petit, le devenant, les choses seront. Et quand tu dis ce début est le tout qui, hors de la succession et hors de son extension, est retourné en soi-même et est devenu le concept simple de ce tout, ça veut dire c'est-à-dire l'abstraction de la chose. Non, mais c'est plus que l'abstraction, vu qu'il est revenu en soi-même. Donc, il y a déjà eu un tour de dialectique. Oui. Tu vois, il est sorti de lui, il est revenu. Donc, peut-être que si, avant de sortir de lui, c'était peut-être. Mais seulement au début. En soi. Mais, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la concrétion. Mais peut-être que c'est un début de concrétion. Parce que moi, je pense que c'est un début de concrétion. Ouais. Mais il faut laisser après les choses se faire. Mais là, on est d'abord juste. Parce dans la concrétion de l'esprit qui attend sa prochaine fois, mais pas dans la
concrétude du réel, du contenu. Moi, je me disais en lisant ça que c'est simplement que c'était juste l'époque vient de commencer, quoi. Donc en fait, il y a juste en fait cette espèce peut-être ce petit tour de dialectique où le je sais pas quoi est sorti de lui-même pour revenir en lui-même et devenir son concept. C'est peut-être juste le fait que ça vient de commencer, quoi. Et peut-être aussi, c'est vrai que des fois, je me dis que en fait, le truc dialectique peut être utilisé à toutes les sauces. Ça a commencé, tac, il y a eu un petit tour de petite triade comme ça qui a fait que on a posé, ça s'est nié, c'est revenu en soi. Et puis peut-être après, il peut y avoir plusieurs types de. Enfin, il y en a plusieurs types disons, de passages triadiques comme ça, qui font que des choses naissent ou pas. Mais c'est ça qui est compliqué. J'ai l'impression que des fois, il mélange, il dit qu'un truc est à la fois la fin d'un truc et le début d'un autre truc. Et donc, il a joué les deux rôles et que ça paraît très compliqué. Mais là, ce qu'il dit, c'est qu'on a encore des restes. Une fois qu'on arrive dans un nouvel esprit, il y a encore les restes